Binge Audio. Il faut parfois trouver d'autres stratégies que celles de l'activisme de rue pour lutter contre tout un système, même s'il semble tenir bon. Parmi les techniques à disposition, une commence à faire ses preuves. Attaquer de l'intérieur. C'est ce qu'a fait Alice Coffin, élue EELV et militante féministe lesbienne, qui s'est mobilisée cet été avec d'autres femmes nouvellement élues contre la présence de Christophe Girard à la mairie de Paris. L'ex-adjoint à la culture est accusé d'avoir entretenu des liens amicaux et professionnels avec Gabriel Matzneff, écrivain tristement célèbre pour ses pratiques pédocriminelles. Christophe Girard a finalement démissionné de son poste d'adjoint fin juillet, après une mobilisation soutenue, menée de front à l'intérieur comme à l'extérieur de la mairie de Paris. Donc on avait à la fois une pression à l'intérieur de l'hôtel de ville et puis une pression à l'extérieur, même tout à fait géographiquement, ça se voyait au jour de l'hôtel de ville. C'est-à-dire que nous, dans les couloirs, dans l'Assemblée, on pouvait exercer pleinement notre parole d'élus. Je dis nous, c'était moi, Raphaël Rémy Leleu et d'autres élus écologistes. Et puis à l'extérieur, il y avait les militantes aussi qui pouvaient accroître, conjointement, mener cette pression-là. Et je pense que la stratégie interne, externe, intérieure, extérieure, elle a montré qu'elle a particulièrement bien fonctionné dans ce cas-là. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir cette stratégie ? Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, Gérald Darmanin est toujours ministre de l'Intérieur ? En tout cas, cette stratégie, je pense qu'on voit que c'est quelque chose qui a... qu'on ne peut pas toujours déployer, cette stratégie-là, parce que, tout simplement parce que, encore faut-il avoir des féministes à l'intérieur, justement. Et dans plusieurs domaines, c'est-à-dire c'est pas seulement dans le domaine politique, c'était très important, je vais prendre un exemple, celui des Césars, ça fait des années que le collectif La Barbe, auquel j'appartiens, essaye de rentrer à la cérémonie des Césars, tellement il y a de choses problématiques qui s'y déroulent, mais on n'a jamais réussi parce qu'on n'est pas à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année ? C'est qu'on a désormais des personnalités suffisamment puissantes, absolument représentatives du génie lesbien et de la force que ça peut permettre, comme Adèle Haenel, qui elles vont réagir à l'intérieur. Là, ça provoque quand même des choses. Lorsqu'on peut être à la fois, et les Césars, c'est pour ça que je dis que c'est un bon endroit, parce qu'il y avait cette manifestation à l'extérieur, et je crois que ça aurait été terrible si, en interne, personne n'avait réagi pour les militantes. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, c'était pareil. Jusqu'à présent, j'étais cantonnée, ce qui est formidable, ce que j'aime faire, à une mobilisation externe, mais sans avoir la possibilité d'avoir une voix portée à l'intérieur. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Et c'est vrai que pour Gérald Darmanin, oui, c'est problématique qu'on n'ait pas dans le gouvernement, en fait, ce dont on aurait besoin, c'est de ministres ou de secrétaires d'État qui, au sein du gouvernement, relayent cette colère-là, relayent cette révolte-là. Et là, ça n'est pas le cas. Donc, on n'a pas encore réussi à faire entrer des personnes dans ce cercle-là. Mais c'est très, très compliqué de faire entrer des personnes. C'est très, très verrouillé. Il faut dire que, premièrement, toutes les mobilisations féministes ne se valent pas. Vanessa Jérôme, sociologue, docteur associée à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui étudie notamment les violences sexuelles en politique. Que tous les échelons du pouvoir ne se valent pas non plus, et que toutes les violences ne se valent pas non plus. C'est-à-dire, apparemment, si je résume, il est plus facile de faire démissionner un maire adjoint qu'un ministre. Un complice supposé qu'un auteur de violence pour des faits de pédocriminalité plutôt que des faits de violence sur adultes. Sans compter que le cas de Gérald Darmanin, les féministes sont à l'extérieur de l'institution, c'est-à-dire de son ministère et par extension évidemment du gouvernement auquel il appartient, dans lequel d'ailleurs des femmes, dont Marlène Schiappa, l'ont soutenu. Alors que dans le cas de Matzneff, les féministes sont pour partie à l'intérieur de l'institution municipale, puisque ce sont des élus qui ont mené la fronde, et notamment Alice Coffin et Raphaël Rémy Leleu, qui sont donc nouvelles élues EELV au Conseil de Paris. Elles aussi, d'une certaine manière, elles bénéficient de cette forme d'onction
du suffrage universel, élu de toutes les Parisiennes et les Parisiens, de tous les Parisiens, comme on dit quand on est président de la République, de tous les Français. Et malgré cette position d'insider, les femmes qui dénoncent ces violences tout en étant élues ou en occupant une place non négligeable dans le débat public se retrouvent face à un mur. Elles sont exclues, rejetées, isolées. Ça a été violent, mais parce que ça rigole pas du tout, quoi. au sein de ces milieux-là, et que je trouve que moi, la violence des réactions auxquelles à chaque fois, je suis dans un état de surprise permanente, avec le milieu politique. Franchement, depuis que j'y suis, à chaque fois, je me dis ah ouais, non, mais c'est à ce point-là, en fait, c'est à ce point-là. C'est-à-dire que je peux avoir, j'avais une connaissance, mais comme tout le monde, enfin, de ce qui peut se passer, voire des préjugés, des choses sur le milieu politique, et de le vivre, en fait, c'est très intéressant et très éloquent de voir à quel point les gens font corps, en fait, pour rejeter un individu qui vient déroger aux règles qu'ils ont savamment mises en place, mais qui sont des règles qu'ils ont mises en place, qui ne sont pas les règles de la politique. Et c'est ça tout le combat, d'essayer de redéfinir et de ne pas leur laisser me dire comme ils le font: vous ne faites pas de la politique, vous n'avez pas des pratiques d'élus, vous avez des pratiques d'activistes, mais pas du tout. Moi, j'ai pas du tout agi en tant qu'activiste. Si j'avais agi en tant qu'activiste, j'aurais été, comme avant, cantonnée à faire une manifestation à l'extérieur, à essayer de faire une pression externe. Non, précisément parce que j'étais élue, il y a pu avoir cette pression interne-là, et qu'ils essayent de disqualifier ma fonction d'élu est significatif de leur volonté de rejet. Réduite à sa prétendue radicalité, la parole féministe se retrouve donc souvent exclue des espaces où une discussion serait possible. Dénoncer n'importe quel autre crime supposé qui aurait été commis par un membre du gouvernement ébranlerait probablement davantage l'exécutif. Mais le viol, supposé ici, tient une place à part au sein de l'exigence d'exemplarité que le président Emmanuel Macron avait mis en avant au début de son quinquennat. Je ne sais pas si le président a l'exigence de l'exemplarité. Moi, je dirais plutôt pour l'instant qu'il a le prix du plus grand nombre de membres de gouvernement poussés vers la sortie pour des comportements qui sont justement pas exemplaires. Bon, non, mais parce qu'on pourrait les citer, Richard Ferrand, Jean-Paul Delevoye, Bayrou, Goulard, Ariel de Sarnez, François Drugy, Françoise Nyssen, Laura Flessel. Enfin, évidemment, je n'évoque pas les collaborateurs du président. Donc, toutes ces démissions, ce qu'elles disent, et c'est pour ça que je commençais en plaisantant, et évidemment pas qu'à moitié, j'étais ironique sur le fond, c'est que ces démissions, elles ont toutes été arrachées aux intéressés, sous la pression de révélation. Bref, dans ce contexte d'exemplarité qui du coup est toute relative, les suspicions de violence sexuelle et de crimes sexuels ont évidemment une place de choix, qui est en réalité celle des faits qui ne suscitent ni démission préventive, ni limogeage systématique. Alors il y a évidemment beaucoup de raisons à cela, la méconnaissance de l'ampleur du phénomène, de ces violences. Alors c'est peut-être là-dessus finalement qu'on a le plus avancé, notamment grâce à MeToo. Le silence sur de nombreuses affaires, surtout dans le champ politique. L'omerta perdure, il y a encore tout un tas d'affaires qui ne sortent pas, qui sont sorties dans d'autres secteurs, mais qui dans le champ politique, qui est finalement le champ des pouvoirs, et du pouvoir, ne sortent pas. Aussi les refus de dépôt de plainte, c'est toujours un parcours de la combattante, de déposer des plaintes. Le manque de condamnation évident, alors que le chiffre des violences et des plaintes déposées continue d'augmenter. D'une certaine manière, moi j'ai envie de dire, si la police n'enquête pas, si la justice ne condamne pas, pourquoi les citoyens s'indigneraient très fortement, surtout dans une société qui est quand même très empesée de sexisme, de machisme que l'on dit ordinaire, pour mieux le tolérer dans le fond, cette fameuse culture du viol dont on parle, les effets évidemment historiques, structurels du patriarcat. Donc dans le fond, rien ne pousse vraiment à l'exemplarité. D'autant qu'au-delà de la question éthique sur le principe d'exemplarité, l'affaire Darmanin pose une réelle question juridique et démocratique. Comment un ministre qui est accusé de viol peut-il rester à la tête d'un ministère dont les fonctionnaires pourraient avoir à enquêter sur lui ? Non, et non seulement, alors il n'y a pas du tout de précédent, en tout cas ni sous la 5e ni sous la 4e, j'ai regardé parce que j'ai trouvé ça tellement fou. Non seulement qu'il reste en poste, mais qui en plus, finalement, reçoit une sorte de promotion. Élodie Tuaillon-Ibon. Et qui reçoit non pas seulement une sorte de promotion, mais qui est promu à la tête d'un ministère qui va devoir, dont certains agents, je m'excuse par avance à leur encontre, mais je suis désolée, ce n'est pas nécessairement leur probité ou leur intégrité qui va être
directement mise en cause, mais un ministère dont certains agents vont avoir à intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce dossier. Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur, ça a été un conflit d'intérêts qui a été relevé assez rapidement, heureusement, j'ai envie de dire. Monsieur Darmanin a dit qu'il avait signé une lettre de déport. Gérald Darmanin, La Voix du Nord, le 18 juillet 2020. Le dossier est entre les mains de la justice en toute indépendance. J'ai fait une lettre de déport pour tout ce qui me concerne. Tout le monde sait ici que moi-même et mon cabinet ne doivent pas être informés de sujets qui me concernent, ce que n'ont fait aucun ministre de l'Intérieur. Je suis à la disposition totale de tous les magistrats de France. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant pour garantir la bonne tenue de l'enquête ? Alors d'abord, moi, je voudrais dire que cette lettre de déport, on en a beaucoup parlé, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si elle figure au dossier de l'instruction. Pour être efficace, évidemment, la moindre des choses serait qu'elle y figure. Tout à fait officiellement. Tout aussi officiellement aux officiers de police et à la brigade qui sera chargée d'exécuter les commissions rogatoires. À chaque fois, en fait, cette lettre de déport devrait être communiquée pour que les policiers qui vont intervenir sachent que, selon les dires de leur ministre, ils n'ont rien à craindre à faire leur travail de la façon qu'ils doivent la faire. Donc moi, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne sais pas si elle existe. De toute manière, pour moi, c'est tout à fait insuffisant. D'abord parce que son exécution est invérifiable, sa bonne exécution est invérifiable, et puis parce qu'il n'y aurait pas de sanction. Et puis parce que de toute manière, ça ne suffit pas. Le mal est fait. Symboliquement, le poids est beaucoup trop lourd, mais enfin, je veux dire, même pour un juge indépendant, magistrat du siège, souvent assez aguerris comme le sont les juges d'instruction, ça ne suffira pas. La situation est plus que paradoxale, parce qu'il faut rappeler que tout en refusant d'entendre les militantes qui se battent sur le terrain ou d'agir pour que la justice puisse enquêter sans s'inquiéter de potentielles pressions, le gouvernement persiste à prétendre que la lutte contre les violences sexuelles est la grande cause du quinquennat. D'abord, avec un premier argument, c'est que le président ne peut pas dire qu'il l'annule. C'est-à-dire, ça a l'air un peu sot de le dire comme ça, mais on ne peut pas faire marche arrière. Quand on a engagé tant d'éléments de langage, de communication, voilà, on ne peut pas faire marche arrière. Il y a souvent en politique, et pas seulement en politique, tout un tas de dossiers comme ça, entre guillemets, qu'on a poussés, qui sont mal embarqués, mais qui seraient finalement plus coûteux d'arrêter. Le monde des entreprises est fait de ce genre de projet. Donc, ce qu'il faut voir maintenant un peu plus sérieusement, c'est ce qui ressort de l'action de la nouvelle ministre, déléguée toujours, pas de plein exercice, chargée de l'égalité donc entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, puisque c'est son titre officiel. Bon, si on regarde ça, là encore une fois, pas de raison d'espérer vraiment, mais on continue de lutter, c'est-à-dire sa nomination, ses premières déclarations ont fait plutôt mauvaise impression, c'est moins qu'on puisse dire, en tout cas auprès des acteurs de terrain, des féministes et puis des citoyennes qui s'opposent finalement au féminisme qu'elle défend et que je dirais conservateur, différentialiste, complémentariste. Tout ceci est évidemment très hétéronormé au passage, tolérant au sexisme ordinaire, entrepreneurial. Bon, c'est de là qu'elle vient aussi. Ce qui risque de tout simplement se passer finalement avec le maintien de cette grande cause du quinquennat, c'est que très logiquement, Elisabeth Moreno ne défendra que ce qui va dans le sens de ce féminisme-là, qu'elle fera passer comme Marlène Schiappa le faisait, pour le seul raisonnable, le seul légitime, et que malgré tout, et ça va être tout, ne lui faisons malgré tout pas de procès d'intention sur les politiques publiques, qui fera que du coup, on verra bien comment elle se débrouille et si elle gagne véritablement ses arbitrages. Donc, ce qu'il faut surtout comprendre de cette histoire de grande cause, c'est que l'appréciation de la situation de Gérald Darmanin, qui est faite par le Premier ministre, par le Président et par le gouvernement, y compris les femmes qui le composent, ne leur apparaît pas du tout comme contradictoire avec l'affichage de cette grande cause du quinquennat sur l'égalité. Ou pour le dire autrement, personne au gouvernement, en réalité, ne comprend ou fait mine de ne pas comprendre le lien de sens, de fond qu'il y a entre la tolérance
des violences et des crimes sexuels et l'impossibilité de l'égalité dans les faits. Donc on voit bien comment on est sur du féminisme cosmétique finalement et comment la compréhension des logiques sociales de la violence est complètement défaillante ou rejetée ou niée. C'est ça que ça dit, le maintien de cette grande cause en l'état, si j'ose dire, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé. Et l'aspect cosmétique du féminisme étatique ne se limite pas à la communication gouvernementale, si on en croit les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Il concerne aussi le budget qui est consacré à la mise en œuvre de la grande cause. Anne-Cécile Melfer, fondatrice et présidente de la Fondation des femmes. Elle était avec sa fille tout juste née, Simone, ce qui explique les bruits de fond. Lorsqu'on fait tout le calcul de combien d'argent il faudrait sur les violences faites aux femmes, on sait qu'il faudrait au minimum du minimum 500 millions. Et dans l'idéal, 1 milliard. C'est pour ça qu'on parle du milliard en fait. Nous, on a fait ce travail de budgéter s'il y avait des places d'hébergement spécialisées pour toutes les femmes qui en ont besoin. S'il y avait des assistantes sociales dans les commissariats pour aider les femmes lorsqu'elles viennent, combien ça coûterait? S'il y avait tout ce qu'il faut en termes d'éducation à la non-violence, combien ça coûterait? Donc on a fait vraiment la liste de notre politique de lutte contre les violences faites aux femmes idéale et on a additionné tout ça et ça fait 1 milliard à la fin. C'est pour ça qu'on demande 1 milliard. Le gouvernement aujourd'hui met 6 à 7 fois moins que ce qu'il faudrait pour avoir une politique de lutte contre les violences faites aux femmes qui ait un effet. Parce que nous, c'est ça qu'on veut. Moi, c'est ça ce que je recherche. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les chiffres bougent, pour qu'in fine, il y ait moins de féminicides, pour qu'il y ait moins de violences faites aux femmes. Si on croit comme moi que ça n'est pas une fatalité, que c'est le produit du patriarcat et non d'une tendance naturelle à la violence que pourraient avoir les hommes. Moi, je pense que c'est construit et que c'est pas naturel, donc on peut le changer. Et je pense que la situation est grave et qu'il faut agir sans tarder. Évidemment que moi, j'aurais préféré un gouvernement qui soit différent et qui envoie un message différent aux femmes, c'est sûr. Maintenant, il est comme il est, quoi. Donc, est-ce qu'on attend que ces ministres-là dégagent pour pouvoir parler au gouvernement, ou est-ce qu'on se dit, en attendant, il y a des femmes qui ont besoin que les choses s'améliorent pour elles. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut quand même continuer à avoir une relation avec les pouvoirs publics, malgré la présence de ces deux personnages qui sont effectivement des adversaires de notre cause. Et on va voir comment ça se passe à nouveau sur les autres sujets aussi. On peut aussi avancer sur d'autres sujets en parallèle. Et nous, on sera de toute façon toujours derrière les associations pour les aider au mieux à agir tous les jours pour aider les femmes victimes de violences sexuelles, particulièrement à agir, à porter plainte. T'es d'accord, Simone? Elle n'est pas contente. Darmanin, non. De toutes les femmes que j'ai interrogées pour ces épisodes, et quelles que soient les modalités de leur lutte, le même message revenait en boucle. Ne rien lâcher, continuer de lutter, refuser d'accepter l'injure de cette nomination et de voir l'affaire couler dans le flot si nourri de l'actualité. Et enfin rappeler, sans relâche, que les grandes causes méritent de grands moyens et plus que des grands mots. Contactés par nos soins, les avocats de Gérald Darmanin n'ont souhaité apporter ni réaction ni commentaire. Merci à Marion Lefebvre pour cette enquête réalisée par Mathieu Thévenon pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.